Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce premier webinaire du PER d'Interinvest. L'idée pour cette première session, c'est de vous présenter en quoi consiste la multigestion de notre PER. Deuxième partie, de faire un point sur les marchés et un petit peu ce qui se passe en ce moment. Et une dernière partie, de regarder nos profils, de voir sur cette gestion d'Interinvest, ce qui s'est passé sur ce premier mois, quelles ont été les performances en fonction des différents supports. Alors pour ce premier numéro, je suis donc avec Cédric Fouché, notre gérant, qui va pouvoir nous détailler tous les éléments et toutes les informations du mois. On commence par un point sur la multigestion. Cédric, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne la multigestion dans notre PER? Merci Jean-Baptiste, bonjour à tous. Donc notre processus de gestion, c'est un processus de multigestion, ce qui signifie, comme son nom l'indique, qu'il repose sur deux piliers. Le premier, c'est un pilier d'allocation d'actifs et le second, c'est un pilier de sélection de fonds. Alors, qu'est-ce que signifie l'allocation d'actifs? C'est un jargon qui en fait signifie que parmi différents actifs, que ce soit des actions, des obligations, du monétaire, des stratégies diversifiées, on va procéder à une allocation, c'est-à-dire à définir les pondérations. Pour y parvenir, on procède en 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'allocation stratégique. On va regarder des hypothèses économiques de long terme, les risques de marché à moyen long terme et à long terme, afin de définir nos constructions de long terme. Une fois qu'on a fait cette première étape, on passe à l'allocation dite tactique. Ça, c'est stylé, l'allocation tactique. Très tactique. C'est très tactique. On va revoir nos allocations à moyen terme en fonction de ce qui peut se passer dans les marchés et finalement là où on se sera un peu éloigné de nos scénarios initiaux. Et finalement, après ces 2 étapes, on va ajuster de manière ponctuelle en fonction des événements de marché. Souvent, c'est des chocs exogènes, mais pas uniquement, nos vues. Une fois cette première grande étape effectuée, on passe à la sélection de fonds, parce que je rappelle, c'est de la multigestion. Donc, on va sélectionner d'abord dans un univers général, c'est-à-dire dans un ensemble d'OPCVM et d'ETF, des portefeuilles actions, des portefeuilles obligataires diversifiés. On a un univers assez large et on va procéder à ce qu'on appelle à une réduction de cet univers. Aujourd'hui, chez Interinvest, on a près de 300 OPCVM et plus de 150 ETF. Et de cet univers, une fois réduit, on va définir ce qu'on appelle la sélection de fonds. La sélection de fonds, c'est un processus plus qualitatif et quantitatif qui consiste à avoir les gérants effectuer des due diligence pour au final les intégrer dans vos portefeuilles, ce qui ferait à peu près entre 10 et 20 fonds par portefeuille. Donc vous l'avez compris, la multigestion, c'est l'allocation d'actifs plus la sélection de fonds. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, c'est qu'en fait, Cédric, tu vas sélectionner avec l'équipe de gestion les fonds qu'on va mettre dans les profils. Ce n'est pas des fonds qui sont gérés par Interinvest. Nous, ce qu'on gère, c'est la sélection d'autres fonds qu'on va mettre. Tu vas composer finalement un panier d'actions, un panier de fonds qui vont composer tes profils que tu choisis. C'est ça, on a 2 approches en entonnoir complémentaires et on va chercher les meilleures gestions parce qu'on considère qu'il y a vraiment des très bonnes gestions partout, en France, à l'étranger, et c'est pour vous, on va choisir les meilleures gestions pour les portefeuilles. Et si à un moment, il y en a une qui est moins bonne qu'une autre, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir enlever un fonds, rajouter un autre, etc., bouger en fonction des différentes évolutions. C'est bien ça. J'ai compris. Maintenant que j'ai compris ce que c'était que la multigestion, vu ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit en penser? On entend parler toute la journée des inflations, de la récession, etc. Ton avis, Cédric, qu'est-ce qu'on en pense? Le sujet principal, on en entend parler effectivement depuis plusieurs semestres, c'est l'inflation, de cet environnement inflationniste, alors que pour rappel, on pensait depuis des années que ça avait complètement disparu, et depuis 2020, c'est revenu comme jamais. Donc nous, évidemment, nos vues sur l'inflation vont déterminer nos stratégies dans les portefeuilles. La première chose, c'est de dire que l'inflation, il faut revenir à la politique de la Fed. Donc la politique de la Fed, elle consiste à assurer la stabilité des prix et à contribuer au plein emploi. Mais comme on l'aura compris tout à l'heure, si l'inflation revient fortement, la stabilité des prix prévaut même à la problématique de l'équilibre du plein emploi. Donc pour contrer ce risque d'inflation, la méthode la plus historique que peut utiliser la Fed, comme vous le savez, enfin comme tu le sais Jean-Baptiste, c'est la hausse des taux, même si elle a pu en utiliser d'autres en complément depuis quelques années. Aujourd'hui, la hausse des taux a une vitesse sans précédent, une hausse qu'on n'avait pas vue depuis la fin des années 70, le début des années 80, les taux étant passés de plus de 14% à quasiment zéro.
Et aujourd'hui, on remonte avec des taux qui arrivent à peu près à 3,7%. La vitesse et le niveau font que l'objectif, encore une fois, c'est de maintenir la stabilité des prix, quitte à ce que ça impacte le marché de l'emploi. En effet, le marché de l'emploi aux États-Unis, mais comme dans le reste du monde, a été extrêmement positif ces dernières périodes de temps, puisqu'on arrive à des niveaux de chômage qui sont extrêmement faibles. Mais justement, le problème, c'est que si jamais il y a un chômage qui est faible, qui a du plein emploi et que les prix montent, on a ce qu'on appelle des effets de second tour. Et ces effets de second tour, c'est la hausse des salaires. Et ça n'a pas échappé à la Fed. Donc c'est pour ça aussi qu'ils montent les taux. Donc encore une fois, notre idée, c'est que la Fed, elle n'a pas peur de remettre son économie en chômage, qu'elle veut vraiment sa priorité, c'est d'éviter le risque inflationniste. On n'a pas exactement la même problématique au sein des autres pays du G7. Donc pour rappel, le G7, c'est les 7 plus grandes économies. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a également les pays de la zone euro. Le problème, c'est que dans notre économie, notamment en France et en Allemagne, il n'y a pas eu ces effets de second tour. Autrement dit, c'est surtout de l'inflation des prix importés et qu'elle ne s'est pas diffusée sur les salaires. En conséquence, on peut même dire qu'on n'aura pas les mêmes effets parce que les politiques des banques centrales ne seront pas les mêmes. Autant la Fed, en cassant cette inflation par l'annonce des taux et en faisant remonter le chômage, ça peut être bénéfique. Autant en zone euro, on a plus peur des impacts que ça pourrait avoir sur l'économie et donc la forme de récession pourrait être différente. Bah oui, parce que du coup, j'allais te dire, Cédric, le problème, c'est qu'avec ça va nous... Et on commence à voir tendre une récession. Et jusqu'à où, quelle ampleur elle va avoir cette récession? Où est-ce que ça va nous emmener, selon toi? Eh ben, comme tu l'as très bien compris, il y a un vrai sujet à la fois sur l'amplitude et la récession, à la fois aux zones euro et aux États-Unis. Le graphique que vous avez devant les yeux sur la confiance sur la zone euro l'illustre assez bien, puisqu'en gris, vous voyez les périodes de récession et en bleu, la confiance que peuvent avoir les acteurs, les agents économiques sur notre zone. On est à des niveaux extrêmement bas qu'on n'avait pas connus depuis des années. Donc il est fort probable que la récession ait des impacts encore plus forts en zone euro qu'il ne le soit sur les États-Unis, pardon. Et tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas une forme d'inflation, mais deux formes d'inflation. On l'a dit tout à l'heure, il y a l'inflation générale, y compris sur les salaires sur les États-Unis, mais qui pourra être contrée. On ne sait pas si ça va durer très longtemps, mais pour l'instant, ça s'apparête à une récession technique. Sur la zone euro, on en a parlé très rapidement, il y a de fortes chances que la BCE ait beaucoup plus de difficultés à gérer ce risque récessif. Et c'est très bien que le risque de stagflation, c'est-à-dire à la fois d'inflation forte et pas de croissance, est beaucoup plus important sur notre zone que ça l'est aux États-Unis. On peut l'illustrer à travers l'évolution de l'inflation des matières premières. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, cette inflation des matières premières, elle est sans précédent, même si depuis quelques semaines, ça commence à se calmer. Et ça n'a pas échappé au marché, on en reparlera tout à l'heure. Ça a eu aussi des impacts dans la construction, dans l'évolution de nos portefeuilles. Mais cette inflation apportée en zone euro est très très dommageable, puisqu'en fait, elle est très très récessive et beaucoup plus forte sur notre zone. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'au final, vous l'aurez compris, mais on en reparlera tout à l'heure, d'un point de vue macroéconomique, dans nos allocations, on reste pour le moment très prudent. Aïe aïe aïe, donc ce que tu me dis, c'est que ce contexte hyper négatif, ça se ressent sur les marchés, et donc c'est prudence dans les allocations, Cédric. Mais du coup, c'est jusqu'à quand? On reste jusqu'à quand hyper prudent? Quand est-ce qu'on déclenche et que ça veut dire qu'on se dit c'est un bon moyen d'accélérer, c'est le moment qu'il faut le faire? Comment tu vois les choses en termes de timing? Pour répondre à tes questions, je te propose de regarder justement les marchés actions et les marchés des obligations, le crédit compris. Sur les marchés des actions, je pense que ça a échappé à très peu de personnes. Depuis le début de l'année, ça n'a fait que baisser. Le CAC 40, il est même à moins 6%. Et encore, ça, il y a eu un très fort rebond depuis la fin septembre. Sinon, on serait même à moins 14, moins 15% si on prenait un peu le rétroviseur en arrière. Donc, toutes ces mauvaises nouvelles d'inflation, de récession et même de risque de stagflation, notamment sur la zone euro, qui sont illustrées à travers le CAC 40, encore une fois, le marché commence à digérer. Il le digère tellement, parce que le marché fonctionne par anticipation, qu'on a finalement un sentiment quand même plus positif depuis quelques semaines. Bah oui, c'est là maintenant, est-ce que c'est un rebond? Est-ce que c'est un petit effet technique? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça veut dire qu'on a touché le plus bas et que là maintenant c'est remonté? À ton avis? À mon avis, c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire, parce que même si le marché anticipe, ça va souvent trop vite. Mais pour autant, on a de moins en moins envie d'être trop prudent. On en reparlera tout à l'heure, justement, quand on parlera de nos portefeuilles.
Sur la partie action, une manière assez simple de l'illustrer, c'est les valorisations. Là, on vous présente un graphique qui peut sembler compliqué à comprendre, mais pas tellement. En fait, il vous indique pour le marché américain, pour le S&P 500, donc les 550 plus grandes valeurs américaines, le prix théorique venant de paramètres économiques par rapport au prix réel. Donc en fait, vous avez la différence de prix. Si vous approchez de la borne rouge, c'est que le marché est surévalué par rapport à sa valeur théorique. Et s'il est proche de la borne verte, c'est qu'à l'inverse, il commence à devenir très très sous-évalué. Donc tu vois, pour l'instant, on est plutôt à l'équilibre. Mais qui dit équilibre, ça veut dire encore un peu de prudence, mais quand même pas trop. Et sur le marché obligataire, alors, puisqu'il faut quand même faire le parallèle qu'on a eu aussi une année exceptionnelle, autant sur les actions que sur les obligations. Quand je dis exceptionnelle, c'est qu'on a connu un crack. Les obligations, d'accord, on les fuit au max en ce moment, non? On les fuyait au max tant qu'il n'y avait pas d'inflation, tant que tout le monde pensait qu'il n'y aurait pas d'inflation. Et justement, on est d'accord que maintenant, ça commence à devenir très intéressant, à la fois sur les emprunts d'État, mais encore plus sur le crédit des entreprises, que ce soit le crédit dit investment grade ou le crédit plus risqué dit le crédit à yield. Là, comme tu peux le voir, on a l'évolution des taux depuis un an à peu près sur les États-Unis et en France et en Allemagne, ainsi qu'en Italie. Donc, fait novateur, maintenant on a une hausse de taux qu'on n'avait pas constatée, mais qui est logique et cohérente, parce qu'on l'a dit précédemment, les banques centrales, et notamment la Fed, pour contrer cette inflation, ont monté de manière drastique les taux. Quand on regarde de manière un peu prospective, les marchés aujourd'hui anticipent les taux américains à plus de 5% d'ici le deuxième, troisième trimestre de l'année prochaine, avant une baisse ultérieure. En général, il faut se méfier d'aller trop loin dans ces prédictions, parce que d'un point de vue académique, ça ne fonctionne pas. Mais quoi qu'il arrive, à 5%, même si l'inflation est à 5, 6 ou 4%, ça devient intéressant de regarder à nouveau cette classe d'actifs. Si on regarde notamment les actions qui sont un peu plus, les obligations, pardon, qui sont encore un peu plus risquées que les obligations de crédit, là, vous avez un graphique qui est ce qu'on appelle un graphique de spread, c'est-à-dire du surcroît de rendement par rapport à une obligation classique. Et là, c'est le spread dit des obligations à yield, donc à haut rendement, un peu plus risqué certes, depuis 2016, mais comme vous pouvez le voir, on est monté à des niveaux qui ont presque atteint les 7%, avant de rebaisser à près de 500 points de base, c'est-à-dire à 5% de rémunération au-delà des emprunts obligataires. Les emprunts obligataires, prenons un exemple à 2,5, ça veut dire que 2,5 plus 5, vous avez 7,5 de rendement, pardon. 7,5 de rendement, Jean-Baptiste, ça vaut vraiment, à mon avis, le coup de regarder les obligations et de se dire que c'est des classes d'actifs qu'on devait mettre à la poubelle, entre guillemets, depuis des années. Donc les obliges, on y retourne alors? Les obliges, on y retourne progressivement. On est moins prudent d'ailleurs sur les obligations que sur les actions, parce qu'en plus, malgré le rebond de septembre, elles ont rebondi moins vite. Donc il y a encore plus des réservoirs de rentabilité à venir. Ok, c'est bon. J'ai tes indicateurs, Cédric. Maintenant, ça veut dire que je vais revoir ça, j'imagine, dans les portefeuilles. J'ai compris comment un peu fonctionnait le marché en ce moment. La question maintenant qu'on attend tous, c'est, compte tenu de ces éléments de contexte, qu'est-ce que tu as fait dans nos portefeuilles? Qu'est-ce que tu as mis? Qu'est-ce que tu as investi? Et comment tu as fait tes répartitions? D'un point de vue global, dans nos portefeuilles, on a fait, vous l'aurez compris, enfin tu l'auras compris, on a toujours ce biais défensif sur les actions, mais on est prudent, mais on remonte progressivement notre risque. Les obligations, on aime de plus en plus. Donc on est passé d'une sous-pondération au risque à de la neutralité. En jargon, on remonte la duration également des obligations. Et on maintient également des diversifications, des stratégies d'arbitrage. On en reparlera tout à l'heure, notamment à travers le portefeuille qui s'appelle Conviction, pour justement diversifier nos sources de rendement et diversifier aussi les sources de risque. Ok, alors on commence avec le profil Horizon. Donc Horizon, on rappelle, c'est le profil qui désinvestit à l'approche de la retraite et sur lequel, sur mon PER, on a fait un choix pour nous, c'est de l'allocation full ETF. Et on a 3 profils, le prudent, l'équilibré, dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Dans ces 3 profils de gestion par horizon, donc, qui correspondent à 3 profils de risque pour la retraite, on peut être plus ou moins risqué, mais quelqu'un qui est prudent prendra un profil ETF prudent. Et à l'inverse, quelqu'un plus dynamique prendra l'ETF dynamique. Au passage, je rappelle que l'ETF équilibré se retrouve aussi dans Partition, qui est l'autre module de solutions d'Interavest en matière de gestion profilée. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Déjà, globalement, on retrouve des choses assez standards dans des gestions pilotées, à savoir un mix d'actions et d'obligations. Le profil prudent sera investi en moyenne à 70% d'obligations. Le profil équilibré en moyenne à 55% d'actions, et le profil dynamique, comme son nom l'indique, à 80% d'actions.
Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on est toujours prudent sur les actions, même si ça nous titille, mais on attend un petit peu encore. On a mis beaucoup d'actions américaines, parce que les actions américaines ont toujours un pouvoir protecteur, mais même si ça n'a pas été vraiment le cas depuis le début de l'année, mais c'est plutôt parce que le CAC 40 avait rebondi fortement depuis un mois et demi, ce qui ne veut pas dire que dans une logique d'allocation stratégique, on en a parlé en introduction sur la multigestion, d'un point de vue stratégique, c'est toujours très intéressant d'avoir le rendement des actions américaines. Et sur la partie obligataire, comme tu l'as compris, on augmente progressivement la duration, c'est-à-dire qu'on accompagne la hausse de taux progressivement afin d'améliorer le profil de rendement de l'ensemble de nos profils. Ok, sachant que sur le l'ETF dynamique, je vois qu'au total, dans ton allocation action, on est quand même sur 22%, plus 32, plus 16, on a quand même une belle exposition quand on choisit un profil dynamique. Une belle exposition, oui, action bien sûr. Ouais. Encore une fois, dynamique, c'est même s'il y a plus d'actions américaines, parce que le but, comme son nom l'indique, c'est d'être dynamique. Parce que même d'un point de vue, encore une fois, un peu académique, pour battre l'inflation dans la durée, aujourd'hui on a compris que les obligations permettaient de le faire, mais pour avoir un surcroît de performance dans la durée, il faut prendre du risque. Donc quelqu'un qui a un profil d'investissement de long terme a tout à fait intérêt à prendre le l'ETF dynamique. Donc sur le mois de novembre, je vois que la perf, ça fait 3,71%. On fait quoi? On se félicite, c'est bien, c'est pas terrible, on est dans la moyenne. Il faut en penser quoi? Il faut en penser qu'on est légèrement en dessous de la moyenne sur le mois. En revanche, quand on regarde les portefeuilles modèles depuis qu'on les a construits chez Interinvest, le portefeuille, enfin les trois d'ailleurs, PAC Dynamique, se comportent tous très bien par rapport aux moyennes de gérants et sont tout à fait alignés avec nos allocations stratégiques. Donc on est dans ce qu'on voulait faire et dans ce sur quoi on s'engage vis-à-vis des clients sur un objectif de performance vis-à-vis du risque en face. Absolument. Après, c'est de la retraite, je le rappelle, c'est des horizons longs. Donc on va regarder les performances à un mois, mais l'idée c'est à un moment donné, ça sera de montrer les performances sur de plus longues périodes. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme on l'a construit de manière stratégique. Au contraire, c'est plutôt très très confortable pour les clients. Alors, ok. Et maintenant, sur le profil conviction, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous dire compte tenu de la perf? Alors, le profil conviction, peut-être pour rappeler, c'est un profil qui, comme le profil durable dont on parlera tout à l'heure, autant les trois premiers profils de gestion par horizon sont construits uniquement sur des ETF, autant les deux autres profils, dont conviction, sont construits uniquement par une allocation et une sélection sur des gestions actives. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce profil conviction? Déjà, il faut rappeler à quoi il sert. L'objectif, c'est d'en faire une construction flexible, à savoir, l'objectif est donc d'augmenter les risques pour capter un maximum des hausses des actifs risqués, donc des actions pendant les périodes haussières, tout en limitant les baisses. C'est un objectif très ambitieux et pour l'instant, on a, comme l'indique le graphique, on a remonté les risques, on est légèrement dans le début de la zone orange avec une pondération risque-action et crédit confondus proche de 60-65%. Donc ça confirme ce que tu nous disais tout à l'heure, on commence à y retourner. Exactement, il y a un mois on était à 55%, donc on y va tout doucement. On sera vraiment dans la partie la plus à droite, donc il ne faut pas avoir peur, ça veut dire qu'en fait on sera confortable avec les risques de marché quand on aura plus de visibilité. Super. Et notre profil durable cette fois-ci, si tu peux juste avant nous redire en quelques mots durable, pourquoi il est durable, quelles sont ses contraintes qu'il respecte, etc. pour avoir cette qualification de durable. Alors le profil durable, il a plusieurs dimensions. Il y a effectivement cette dimension durable et puis aussi le fait que ce soit un profil équilibré afin de pouvoir répondre à deux objectifs. Le premier, c'est de répondre à des besoins en matière de durabilité, d'où son nom. Et le deuxième, compte tenu du fait que c'est un profil équilibré, permet à la fois de répondre à nos investisseurs qui ont un profil de risque équilibré et dynamique. Autrement dit, c'est un profil qui, en moyenne, aura près de 40% d'obligations et 60% d'actions, afin d'avoir un comportement pouvant également répondre à des profils de risque équilibrés et dynamiques. Pourquoi il est durable? Pour rentrer vraiment dans le détail, c'est parce que dans la méthodologie, on va prendre minimum 80% de fonds labellisés. Là, comme vous pouvez le voir, on est à 91%. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'interdit des fonds article 6. Là, comme tu peux le voir, on est à 72% et 28% d'articles 8 et 9 au sens du règlement SFDR. Donc, déjà, par construction, c'est un profil durable. Ensuite, on a des convictions. On avait des convictions sur la gestion des risques au sens large à travers convictions. Là, nos convictions, c'est plus sur des thématiques qui nous semblent fortes. Les principales thématiques aujourd'hui nous semblent être la transition et même les transitions au sens large,
l'environnement, même si c'est un sujet qu'on trouve un peu partout, et la biodiversité. Alors, toutes ces thématiques ont des contraintes, souvent c'est de la qualité de données, mais on considère que la qualité de la donnée est une chose, mais l'engagement des gérants, parce que je rappelle que là c'est vraiment des gestions actives, il nous semble encore plus important, les gérants qui s'engagent sur ces thématiques, c'est ce qu'on va rechercher évidemment, pas au détriment de la performance. C'est pas parce qu'on a des fonds qui sont durables, qui doivent pas être aussi performants si ce n'est plus que des profils traditionnels. J'aime bien entendre ça, qu'on dit des profils à la fois durables et performants. C'est vrai que c'est un mix que nous demandent beaucoup les clients. Alors pour tous ceux qui se sont endormis là, pendant notre explication, Cédric, si tu peux nous dire en 2 mots ce qu'il fallait retenir, les deux idées principales, on leur dit quoi pour les réveiller? Alors pour se réveiller, retenez que sur la partie obligataire, c'est de plus en plus intéressant, qu'on n'a pas peur de mettre des stratégies à haut rendement, même si elles vont être un peu plus volatiles, elles vont apporter du rendement comme leur nom l'indique. Sur les actions, on a de moins en moins peur, mais on continue d'être prudent, et que globalement, on imagine que l'année qui va se présenter, 2023, va être intéressante pour nos portefeuilles, qui aura une gestion dynamique. Alors avant de terminer, il nous reste quelques minutes, on va prendre 2-3 questions. Il y en a une, ça c'est ma question préférée, donc forcément je la mets en avant. C'est Cédric, à ton avis, les taux, ils peuvent monter jusqu'à où? Alors j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, les taux, on regarde souvent les anticipations des marchés et on voit des taux à 5,5% d'ici le Q2 de l'année prochaine. C'est très très difficile, voire impossible d'aller au-delà. Notre sentiment, c'est que tant que les sujets d'inflation ne seront pas réglés, ça commence à être réglé aux États-Unis, mais pas vraiment sur la zone euro, il y aura toujours des taux qui peuvent être potentiellement plus élevés plus longtemps que ce qu'on croit. Donc c'est des opportunités, parce que qui dit plus de taux, dit plus de rendement. Donc, si je te suis, si les taux montent, j'ai tout intérêt à prendre un bon PER classique avec un max de fonds euros plutôt que d'aller sur le PER Interinvest, non? Alors il y a plusieurs remarques dans ta question. La première peut-être c'est aussi la notion de risque. C'est vrai que le fonds euro présente des qualités, c'est indéniable, puisque factuellement on a l'impression que c'est un produit sans risque. Mais comme tu l'auras compris, dans un univers d'inflation, le temps que les taux des fonds euros remontent, il y aura un décalage avec ces possibles hausses de taux qu'on anticipe. Si les fonds euros rapportent aujourd'hui 1 ou 2% et que le marché apporte 5%, le différentiel est quand même pas neutre. Et si l'inflation est de 5%, elle aussi, toutes choses égales par ailleurs, vous aurez perdu en réel 4%. Alors qu'à l'inverse, si vous achetez même des produits les moins risqués, que ce soit du monétaire long ou de l'obligataire court, il y a de fortes chances de battre un fonds en euros. Et puis autre chose, il ne faut pas oublier comment sont construits les fonds euros. Les fonds euros, globalement, c'est des gros portefeuilles obligataires, mais avec beaucoup de stocks. Donc même si les assureurs vont pouvoir acheter des taux avec des rendements plus élevés, ça va être tellement dilutif qu'il faudra des années afin qu'ils rattrapent le taux de rendement du marché. Ça veut dire que si je suis ton modèle jusqu'au bout, on se dit que ce serait pas complètement débile si je me mets là maintenant 100% en obligation sur mon PER Interinvest. Après, ça dépend de ton horizon d'investissement. Si 100% en monétaire d'ailleurs, c'était plutôt ça. 100% en monétaire, je reprends la hausse des taux. Jean-Baptiste, comme tu n'es pas trop âgé, tu penses que tu as un horizon très long, donc tu n'as pas forcément non plus intérêt, nonobstant tout ce que j'ai dit, de prendre du monétaire. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a un horizon court ou qui est très risque avert, tu as beaucoup plus intérêt à prendre du monétaire et des produits obligataires court terme que du fonds en euros. Par contre, quelqu'un qui a un horizon long, il ne faut pas oublier, c'est de la retraite. Donc un profil équilibré et dynamique correspondant davantage à son besoin. Donc je me considérant un peu jeune, je vais plutôt ne pas me mettre sur du monétaire à fond. Alors je vais suivre tes conseils, Cédric. Et la dernière question, et je l'aime bien parce qu'elle est de saison, c'est la fin d'année. Normalement, on a l'habitude d'avoir notre petit rallye de fin d'année. Alors on va la voir, il est déjà passé. Qu'est-ce qu'on attend, Cédric? On a bien vu que depuis quelques mois, le marché est quand même beaucoup plus détendu. C'est pas uniquement parce que la Fed a des discours un peu moins agressifs sur sa politique monétaire. Le marché s'est détendu aussi parce qu'il y avait des bons résultats au cours du 3e trimestre. Anormalement encore bon d'ailleurs. Donc notre sentiment, c'est qu'on a déjà vécu une grande partie du rallye de fin d'année. Il y a eu un canal qui a été cassé sur le CAC 40, mais autour des 4006, 4007, une grande partie du chemin a sans doute été fait. Donc maintenant, il va falloir déjà penser à la construction de portefeuille pour l'année prochaine. On va passer le rallye de fin d'année, donc là on peut déjà être dans 2023. Ok, et écoute Cédric, je suis très content de ce premier point. J'ai hâte du prochain dans un mois pour vérifier si toutes tes prédictions se sont réalisées.
Est-ce que tu vas ajouter un dernier mot ou on se dit rendez-vous dans un mois? On se dit rendez-vous dans un mois et en attendant, bonnes vacances à ceux qui partiront à Noël dans quelques semaines. Merci à tous.